Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lab Quark, le podcast qui explore l'innovation, la pédagogie et la transformation des métiers de la formation. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet concret, très pragmatique. Comment créer son organisme de formation et surtout comment le rendre rentable. Et pour ça, nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Quentin Michel. Bonjour Quentin. Bonjour Tania. Donc tu es CEO de Level Up. Un organisme de formation nouvelle génération qui a su très rapidement se faire une place sur le marché. C'est ça. Et nous allons pouvoir effectivement voir ensemble les différentes étapes de création d'un organisme de formation, de l'idée du projet jusqu'à l'ouverture du premier parcours aux apprenants et l'atteinte de la rentabilité. Mais avant ça, on va commencer par le traditionnel questionnaire vrai-faux. Donc je vais te donner des affirmations et tu vas me donner ta position sur ces affirmations. Donc un organisme de formation ne peut pas être différenciant. Faux. Très bien. Ouvrir un organisme de formation, c'est avoir un LMS et du contenu. Ça suffit pour avoir des apprenants. Faux. Très bien. Aujourd'hui, créer un organisme de formation, c'est avant tout remplir un dossier administratif. Faux. Et enfin, un organisme de formation peut devenir rentable dès sa première année. Vrai. Très bien. Bon, on va pouvoir effectivement développer davantage tous ces thèmes et les réponses. Donc, tout d'abord, merci d'être avec nous à nouveau. Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter et présenter rapidement Level Up avant qu'on puisse explorer ensemble le panorama du monde de la formation professionnelle de 2025 ? Oui, bien sûr. Donc, comme tu l'as dit, je suis Quentin Michel, le fondateur de Level Up. Donc moi, j'ai créé Level Up il y a 2 ans. Suite à mon parcours de dirigeant d'entreprise, j'ai été restaurateur pendant plus de 10 ans. J'ai eu 3 restaurants italiens sur Nancy. D'accord. Et, bon à savoir. Comment ? Bon à savoir. Ouais, oui, parce que du coup, c'est la suite, en fin de compte. C'est ce qui m'a motivé à créer cet organisme de formation. Parce que dans la restauration, ce qu'il faut savoir, c'est que la masse salariale, ça représente à peu près 30 à 40 points de notre bilan. Donc c'est considérable. Et j'ai toujours été hyper sensible du coup à la gestion de ma masse salariale, que ce soit d'un point de vue fiscal ou d'un point de vue de la qualité. Et c'est toujours difficile du coup de pouvoir rendre cette qualité, d'optimiser plutôt cette masse salariale sans restreindre la qualité du service client, rendu au client. Et du coup, un jour, je tombe plutôt sur un article de loi que nous, on utilise, qui est notre produit phare, du coup, le CDI Performance. Et là, je me dis, il y a quelque chose à faire. Et du coup, on a travaillé pendant 1 an et demi à développer ce produit avec des experts de la formation, des experts en RH, en fiscalité, pour pouvoir créer donc, Level Up et surtout le CDI Performance. D'accord, très bien. Donc on pourra effectivement revenir dans un second temps un petit peu plus sur cette belle aventure Level Up, de la genèse au premier résultat du coup. Mais déjà, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton sentiment sur les mutations, les évolutions du monde de la formation professionnelle en 2025 ? Oui, bien sûr. L'IA fait beaucoup et la digitalisation, ce qu'on fait avec vous, ce qu'on fait avec Quark, pour moi, c'est l'avenir. Pourquoi ? Parce que ça permet à des apprenants, à des salariés, de gagner en productivité. Ils restent en poste, ils ne vont pas partir dans des écoles se former, même si c'est des fois obligatoire et c'est même des fois bien. Mais cette formation en digital learning va permettre une flexibilité énorme et nous, c'est ce qu'on vénère chez Level Up. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu des modalités pédagogiques ? Est-ce que justement la digitalisation des parcours de formation permet, à ton sens, d'explorer de nouvelles modalités pédagogiques que le présentiel ne rendait pas possible ? Nous, notre dispositif, en fin de compte, on fait que en 100% distanciel. Et même pas forcément que le CDI Performance, même tout Level Up, c'est que du 100% distanciel, parce que nous, on axe vraiment sur la productivité du travail en entreprise. Et donc, pour nous, c'est hyper important. On le vend comme ça. On vend que le distanciel, mais il faut apporter la qualité du distanciel aussi. La qualité, d'accord. Et justement, par rapport à ça, quelles sont, à ton avis, les attentes prioritaires des entreprises et des personnes qui souhaitent se former ? Flexibilité, c'est la première des choses qu'ils nous disent. Nous, nos clients, ils nous disent c'est génial parce que j'envoie pas mon salarié, mon apprenant, je l'envoie pas se former dans une salle. Il peut rester toujours en poste, il peut se former sur des courtes périodes, assez flexible du coup, ultra flexible, je dirais même. C'est vraiment ça, c'est vraiment la flexibilité.
Ok, d'accord. Et on entend beaucoup parler de Calliope. Est-ce que pour toi, Calliope, c'est avant tout remplir un dossier administratif ou est-ce que c'est quelque chose aussi qui permet à un OF de se structurer? C'est quelque chose qui permet à un OF de se structurer, ouais. Et heureusement qu'on a ça, et on devrait même en avoir des fois plus, parce que quand on voit ce qu'il y a sur le monde de la formation, je crois qu'il y a à peu près 80 000 organismes de formation en France, il me semble. Et nous, du coup, on a même une deuxième mission, parmi toutes nos missions, qui est aussi d'accompagner les organismes de formation. On les accompagne pour qu'ils puissent avoir une qualité pédagogique, une qualité administrative, parce qu'il y a tout et n'importe quoi dans le monde de la formation. Et donc ça aussi, c'est notre taf. Et du coup, c'est quoi tes critères à toi pour évaluer de la qualité d'un contenu pédagogique? Déjà le partenaire digital avec qui on travaille, donc Quark, la qualité du contenu, la qualité du parcours, la qualité de la plateforme, parce que nous c'est que du distanciel, donc il faut qu'il puisse y avoir des interventions entre les apprenants, les professeurs, les référents, de façon hyper fluide et de façon hyper communicative, que quand il y a eu un échange, qu'il puisse avoir l'historique de l'échange. Et aussi, un organisme de formation, il doit avoir des professeurs aussi sur la plateforme. On ne peut pas faire non plus que du distanciel. Si un apprenant il a besoin d'avoir plus de réponses, alors même si on a l'IA qu'on développe beaucoup chez Level Up, où on a un contenu et on peut déjà répondre beaucoup avec l'IA, avoir des professeurs qui peuvent répondre à des demandes d'apprenants, c'est hyper important. Et du coup, tu parles de l'IA, et quels sont les cas concrets dans lesquels vous l'utilisez chez Level Up, l'intelligence artificielle? Alors ça, c'est... alors moi, je suis fada d'IA, hein, je sais que c'est le futur, et du coup, comme je te l'ai dit avant, j'étais restaurateur. En 10 ans d'entrepreneuriat, j'avais pris le livre des salariés que j'avais, et du coup, j'avais eu un peu plus de 200 salariés en tout dans mon parcours. Et donc, de la formation, des OPCO, ça, je l'ai eu, ça. Je le voyais, mais par contre, je comprenais rien. Prise en charge, CERFA, convention, on ne savait pas quel était l'OPCO, les branches d'activité. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai monté Level Up, c'est vulgariser tout ça, comme je disais tout à l'heure. Et donc, on a mis plein d'IA, plein de digitalisation pour vulgariser ce monde complexe où nos clients ne vont pas remplir un CERFA. Nos clients, ils vont remplir un formulaire en ligne digitalisé avec parfaitement ce qu'il faut dire dans leur cas et simplifier du coup tout le process. Et on a aussi du coup, quand je parlais des modules e-learning, là on est en train de développer quelque chose de super. On est en train de développer, du coup c'est comme un chatbot où on a inséré beaucoup de bases de données. On est en train d'insérer beaucoup de bases de données dans ce chatbot par rapport au référentiel de France Compétences. Et si l'apprenant a une question que le contenu ne lui donne pas, il peut déjà poser sa question au robot IA, qui va lui répondre plutôt bien. Et si ça ne correspond pas, il y a les professeurs qui sont là pour répondre et organiser des sessions en direct. D'accord, donc il y a quand même un filet de sécurité pour pouvoir attester que les réponses sont fiables. Toujours, ouais. Qu'il n'y ait pas de contresens ou de contre-information qui soit transmise. Et on va parler un petit peu aussi de quelque chose qui est assez important, la partie financière. Est-ce que tu peux nous dire, selon toi, quels sont, quand on crée son organisme de formation, les leviers les plus efficaces sur le plan financier? Ou est-ce qu'à l'inverse, il y a des pièges à éviter, il y a des mauvaises pratiques que tu as pu identifier? Pour les organismes de formation ? Oui. Ouais, ce serait plutôt un conseil que je donnerais du coup aux organismes de formation. C'est un peu de me tirer une balle dans le pied parce que c'est ce qu'on fait, c'est un peu me porter concurrence, mais bon, il y a de la place pour tout le monde sur le marché. Mais ce qui moi m'a toujours sidéré quand j'étais dirigeant d'entreprise hors organisme de formation, c'est justement de devoir remplir tous mes CERFA, de devoir remplir toutes ces ces demandes de prise en charge, alors qu'on n'y comprend pas grand-chose. Et donc ce que je leur dirais, c'est plutôt gagnez du temps à aider vos clients à remplir tous ces formulaires, à faire les demandes de prise en charge pour eux. Ça va vous prendre peut-être 4 heures de votre temps, mais au moins vous allez faire votre formation et vous n'allez pas perdre 2 mois à ce que le dirigeant d'entreprise se décide à faire les documents. Ça va. D'ailleurs, ça me donne l'idée de peut-être créer un module de formation autour de ces questions-là. Ouais. Et quand on est une petite structure ou une start-up, justement, comment on fait pour se faire une place face aux acteurs, les gros acteurs du marché ? Il faut se différencier. Je dirais qu'un entrepreneur, quand il crée son entreprise, il la crée souvent parce qu'il a rencontré un problème lui-même.
Moi, ce qui était le cas, où j'ai toujours été hyper sensible au niveau de la masse salariale. Donc, il faut être le meilleur dans son domaine. Et quand on est bon, quand on est passionné justement dans son domaine, on a beaucoup plus de chances d'être le meilleur. D'accord. Et est-ce qu'au lancement de Level Up, tu as déjà anticipé en travaillant sur l'image, la notoriété? De Level Up ? Oui. Ah oui, beaucoup. Oui. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, bien sûr. Level Up, nous, on traite principalement en B2B, donc qu'avec les entreprises, mais plus les TPE, PME. Et du coup, on a une démarche assez, enfin, j'allais dire haut de gamme, mais surtout très qualitative. Donc la charte graphique de Level Up, on sait que le noir fait plus qualitatif que le blanc. Le blanc, c'est plus une couleur douce. Et c'est la couleur du digital, de surcroît, le noir. Voilà, justement. Et donc, du coup, oui, toute cette image de marque, on la travaille beaucoup. Nous, on a la chance d'avoir des partenaires maintenant qui sont reconnus. On travaille avec tout le monde, on a des petits commerces, le boucher, la boulangerie du coin, mais on travaille aussi avec des partenaires comme Intermarché, Domino's Pizza, Century 21, Jot, et donc du coup on promouvoit ça. Et aussi on a beaucoup de médias des beaux médias qui parlent de nous, comme Force, Le Figaro, Challenge et BFM tout à l'heure. Et le Lab Quark. Et le Lab Quark. D'ailleurs, il est important de le dire, hein, tu l'as mentionné, mais c'est vrai que nous sommes partenaires. Hein, Quark est partenaire de Level Up, puisque Level Up distribue le contenu de formation sur étagère issu de la Learning Box, qui est donc le catalogue Quark. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les critères, quand on est comme toi, un distributeur, qui vont faire qu'on a envie d'aller avec un partenaire, de travailler avec ce partenaire? Que ce soit en termes de contenu, et peut-être d'autres critères aussi, comme la relation client, ou comme d'autres choses auxquelles tu peux être sensible. Ah oui, bien sûr. Comme j'ai dit là, nous, on délivre un service aux entreprises. On délivre un service de qualité. Et donc, si on n'a pas un partenaire de qualité, ça ne marche pas. On a débuté, on n'avait pas forcément des partenaires de qualité. Et tout de suite, ça pose des problèmes. Il faut absolument qu'on mette l'offre en place de ce qu'on propose. Et donc, on a trouvé Quark, effectivement, sur un salon. Et la réactivité à nos demandes, et même pas forcément des demandes pédagogiques, même d'autres demandes où il y a une réelle réactivité. Et là, tu dis, là, tu es en face d'un pro, et ça fait du bien d'être suivi, par des professionnels comme ça qui nous ressemblent, en fait. D'accord, il y a ce sentiment, oui, de proximité et vraiment de collaboration. Ouais. Qui peut se mettre en place et qui est très appréciable et qui est, je pense, aussi lié un petit peu à la symétrie entre les tailles de nos différentes structures. Ouais, mes équipes quand on est passé chez Quark, elles m'ont dit, oh putain, super quoi, merci d'avoir choisi un partenaire comme ça, parce que effectivement, même elles, ça les soulage beaucoup plus. Bon, c'est très, très agréable à entendre. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on a à cœur aussi dans notre collaboration. Et je voudrais revenir sur ce que tu disais qui t'a donné l'envie de lancer Level Up, qui était donc ce besoin de rentabiliser ta masse salariale. Et tu as donc fait le choix de ne pas la diminuer, mais plutôt de faire fructifier cette masse salariale en développant ses compétences. C'est ça qui t'a donné envie de te lancer dans l'aventure ? Alors oui. Effectivement, donc de ne pas la réduire, de la monter en qualité, parce que monter en compétences, on monte aussi en qualité, en productivité. Ça réduit le turnover aussi, c'est important aussi pour un entrepreneur. Tu fais bien de le dire aussi, parce que du coup, ça, c'est un de nos principaux leviers commerciaux aussi. C'est ce qui revient de nos clients. Et nous, en fin de compte, avec le CDI Performance, quand je parle d'optimisation de charges, c'est que le CDI Performance va faire permettre aux salariés des entreprises de bénéficier d'un statut qui est régi par le Code du travail. Et le salarié ou les salariés que l'entreprise va choisir, elle va pouvoir donc monter en compétence avec une certification diplômante au niveau CAP à Bac+3 qu'on réalise avec vous, augmenter son salaire d'environ 15% net, mais sans que ça coûte 1 euro de plus à l'employeur, grâce à des exonérations de charges sociales. D'accord. Donc ça, effectivement, c'est un levier très concret. Ah ouais. Et on pourrait penser que ça va coûter de l'argent à l'entreprise, mais non, elle reçoit même de l'argent pour le faire. Elle reçoit une prime d'environ 5 000 euros pour le faire par rapport aux salariés qu'elle aura inclus dans le dispositif. Et ça, il faut savoir qu'en 2024, la moyenne de ce qu'on a fait récupérer à nos clients, c'est 28 500 euros
de primes. Là, je parle d'un point de vue purement financier, mais il y a beaucoup plus. La moyenne, c'est 28 500 €. Ah oui, quand même. Ouais, parce qu'un dirigeant d'entreprise, il a plusieurs salariés, il peut passer plusieurs salariés, donc 5 000 fois plusieurs. Du coup, on est arrivé à 28 500 € en 2024. D'accord. Donc effectivement, oui, c'est assez éloquent. Et du coup, voilà, je reviens sur la gestion parce que je trouve ça vraiment, vraiment très intéressant, sachant que tu ne viens donc pas du monde de la formation et que tu viens de l'entrepreneuriat, mais dans la restauration. Ça a été quoi? Ça a été une intuition ou c'est quelque chose que tu as vraiment étudié? Comment ça s'est passé dans ta tête pour vraiment faire un virage comme ça à 180 degrés et te lancer dans cette aventure? J'étais dans une période de ma vie où je faisais beaucoup de chiffre d'affaires parce que j'avais plusieurs restaurants, mais je gagnais pas énormément. Quand je voyais le chiffre d'affaires que je faisais et la rentabilité que j'avais, et après je regarde le pôle RH, je me dis, c'est incroyable, quoi. Et bon, c'était dans une période comme ça. Et donc, je tombe sur cet article de loi-là et je me dis, mais il y a vraiment quelque chose à faire, quoi. C'est ça, en fait. Donc, au début, on s'y connaît pas. Donc, c'est l'entrepreneuriat, c'est des hauts. Je pense que ça va marcher. Puis au final, ça marche pas. Donc, on redescend. Puis après, je me dis, ah, si, il y a peut-être un truc. Bon, on monte, on redescend, on démonte. Et puis après, on s'entoure. Comme je t'ai dit, voilà, expert de la formation professionnelle, avocat en droit du travail, avocat fiscaliste pour les sociétés. C'est ça qui t'aide à structurer du coup Ouais, parce que je m'y connaissais pas du coup. Ouais, Donc, oui, évidemment. Et en s'entourant, on arrive à monter une offre. Je la publie avec mon propre réseau professionnel. Et puis ça plaît, ça marche. Il y a des bons retours, que ce soit au niveau de l'entreprise, au niveau des salariés. Et donc en novembre 2024, je décide de lancer de façon plus la croissance du CDI Performance. Et donc en octobre, j'étais encore tout seul sur Level Up. En octobre 2024, j'étais tout seul, j'étais avec un collaborateur. Oui. Et maintenant, ça fait 7 mois qu'on a lancé le CDI Performance. On est plus de 30 salariés au sein de Level Up. Oui, donc c'est une vraie croissance déjà. Une belle croissance. Une belle croissance. Félicitations. Merci. Belle aventure. Et donc le format que vous avez choisi dès le début, c'était directement du distanciel. Oui. Oui, et pour des raisons, tu m'as dit de productivité. Voilà, c'est ça, de productivité. Est-ce qu'il y a d'autres raisons aussi qui ont fait que ce choix s'est porté là-dessus? Notre dispositif, il n'aurait pas marché si on le proposait il aurait beaucoup moins marché en tout cas, si on l'avait proposé avec du présentiel, mais il fallait du distanciel de qualité. Et donc c'est pour ça que le projet a mis tant de temps à se monter, un an et demi, parce qu'il fallait assurer une qualité derrière. Si l'apprenant il a besoin d'avoir plus de détails, il faut qu'il y ait du monde derrière qui puisse répondre et lui donner la réelle valeur de ce qu'il veut. Et nous, on a une dizaine de formations certifiantes. On est en train de passer à 21 là, mais on est en train de passer à 21 parce que maintenant, on a le back-office aussi pour pouvoir les proposer. Oui, bien sûr, parce que ça reste que derrière, il y a aussi du travail humain qui est important et de l'accompagnement. Il ne faut pas simplement se dire on fait du digital, on fait du e-learning, et voilà. Et on donne une information qui est descendante et il n'y a pas d'échange alors qu'on se rend compte. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, du coup, maintenant que ces formations sont lancées, du retour d'expérience de tes équipes, mais aussi des apprenants? Oui, bien sûr. Le fait d'avoir un chat, le fait de pouvoir échanger rapidement avec l'interlocuteur dont l'apprenant a envie d'échanger, ça met tout de suite de la qualité supplémentaire et on n'a pas réellement d'échange négatif sur de la formation, ou alors c'est vite résolu. Et ouais, le Level Up du coup voilà apporte cette qualité pédagogique qui est obligatoire. Il y en a tellement qui se lancent et qui se disent bah tiens, j'ai du contenu e-learning, vas-y tiens, je vais faire une formation, mais ils comprennent pas réellement ce qu'il faut. Il y a des habilitations ministérielles derrière, il y a tout un dossier administratif à monter derrière et qu'il faut respecter, parce que après des organismes de formation qui font bien leur métier, après le problème c'est qu'on empathie de ceux qui ne font pas bien leur métier, quoi. Ouais, évidemment. Et de fait, la recherche, c'était trouver du contenu de qualité. Évidemment, trouver un partenaire fiable aussi, parce que tu peux avoir un partenaire qui a du contenu de qualité, mais avec une relation client qui est peut-être pas satisfaisante, mais également une plateforme de formation, un LMS. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, et pour cet aspect-là, quels étaient tes critères et tes priorités pour le choix du LMS, de la plateforme de formation? Nous, on avait une offre où nos formations, elles sont assez généralistes. Donc,
vu qu'on intervient dans toutes les entreprises de France, dans tous les domaines d'activité, il faut que ce soit des domaines, il fallait que ce soit des domaines de formation qui puissent être applicables dans toutes les entreprises. Donc on fait du commerce, on fait de la vente, du marketing, du management, et dans toutes les entreprises. Vous avez une boulangerie, n'importe quoi, une boîte de bâtiment, on a tous besoin de manager, on a tous besoin de marketing, on a tous besoin de vendre. Et donc c'est des formations qui sont ultra généralistes avec des troncs communs. Et donc, il nous fallait un partenaire qui ait déjà assez de contenu pour pouvoir faire ça. Si le contenu n'était pas suffisant, il faut forcément avoir du monde derrière pour pouvoir répondre à ce contenu manquant, pour lesquels il faut respecter le référentiel de France Compétences. Effectivement, c'est ce que tu as pu trouver du coup dans l'offre de Quark, à la fois, comme on le disait, le catalogue Learning Box, également la plateforme de formation, notre LMS e-book, et aussi notre service Customer Success, donc qui accompagne et qui est en lien assez rapproché avec tes propres équipes, puisque je pense qu'elles échangent au quotidien finalement. Oui. Ça forme peut-être même une grande équipe. Ouais. C'est une vraie collaboration. Est-ce que tu as un retour par rapport à ça? Est-ce que tu penses que ça participe aussi au succès de Level Up? Ah oui, clairement, c'est sûr. C'est ce que je disais tout à l'heure. La qualité de notre ou de nos partenaires est hyper importante. Et donc mes équipes de direction de qualité pédagogique ou mes équipes de direction de relations entreprises, quand elles bossent avec des personnes de qualité qui répondent bien, qui répondent vite, voilà, je te l'ai dit tout à l'heure, elles m'ont remercié et puis elles sont hyper contentes de pouvoir bosser avec un autre acteur, du coup, Quark, qui répond à cette qualité. Et du coup, côté certification, on parlait tout à l'heure de Calliope. Comment vous vous êtes débrouillé chez Level Up pour pouvoir gérer cet aspect-là? Eh j'ai recruté je vais dire une pointure, elle sait de qui je parle, du coup elle va être contente. Spéciale dédicace. qui était directrice d'école, de grande école de commerce en France, de grands groupes, et donc qui s'est entouré des bonnes personnes pour pouvoir nous faire nos certifications Calliope, nos certifications, nos habilitations de façon absolument parfaite, parce qu'on n'a jamais eu de problème dans la qualité de notre Calliope, dans la qualité des contrôles OPCO, parce qu'on fait quand même beaucoup de volume, donc on a des contrôles des OPCO tous les mois. Il y a 11 OPCO en France, donc on travaille presque avec les 11. Ah oui. Et du coup, oui, forcément, on a beaucoup de contrôles auxquels on répond, et si on est toujours là, c'est que tout va bien, quoi. Et cette personne-là, du coup, est-ce que tu pourrais décrire son rôle? Parce que ça a l'air d'être un rôle, finalement, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est essentiel dans le dispositif. C'est le rôle durable, je dirais. Si tu n'as pas ça dans ta boîte, si tu n'as pas une personne qui maîtrise ça, ton organisme de formation, il est voué à l'échec au premier audit de surveillance qui va suivre, ou au premier contrôle. Et justement, c'est bien. Et heureusement qu'il y a des contrôles, comme je disais tout à l'heure, sinon il y aurait n'importe quoi sur le marché. Ouais. Et donc du coup, c'est ma directrice pédagogique et qualité, donc qui, elle, chapeaute toute la partie pédagogie, la qualité pédagogique, le suivi pédagogique, le bilan pédagogique et financier. Voilà, c'est elle qui fait tout ça. Et du coup, elle est à cheval sur plein de choses, sur les attestations de présence, sur les habilitations pour être habilité à avoir notre propre diplôme. C'est très très long, on dépend de l'État, donc c'est des délais qui sont vraiment à rallonge. C'est pour avoir notre propre diplôme, on peut mettre 4 mois, comme 6 mois, comme 1 an. Et du coup, c'est elle qui fait tout staff. Et nous, moi, mon côté un peu plus dynamique et jeune, où je vais lui apporter beaucoup d'avancées d'IA, d'automatisation. Et du coup, on se complète hyper bien. Et tout ce qu'elle fait, elle va pouvoir le hiérarchiser et on va pouvoir l'automatiser et le dupliquer, en fin de compte. D'accord, donc penser à la scalabilité, au passage à l'échelle aussi, qui est très important aussi quand on ouvre son centre de formation. Et est-ce que tu penses que dans ce milieu, justement, le bouche à oreille est quelque chose qui fonctionne? Est-ce que dans ton retour d'expérience, c'est quelque chose qui a pu participer à ta croissance? Ouais, tout à fait. Nous, on a carrément... alors, je ne pourrais pas te le maîtriser, parce qu'on est en train de changer de CRM. Mais en tout cas, nos clients nous recommandent tout le temps. C'est très rare qu'un client ne nous recommande pas. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte que de la valeur. Et tout notre accompagnement, on le fait prendre en charge du coup par l'État. Donc en gros, le client n'avance aucun frais.
parce qu'il y a aussi aucune avance de frais. Et donc bah ouais, ça apporte une valeur énorme, et du coup le bouche-à-oreille se fait vraiment tout seul, et c'est même hyper important. Et cette dimension-là, justement, c'est quelque chose que vous devez systématiquement aborder avec vos clients, de leur expliquer aussi d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue administratif, tout ce qu'il est nécessaire de faire, ou c'est d'une manière générale un acquis chez les personnes qui viennent vous voir, elles ont déjà ça en tête? De faire quoi, pardon? Toute la partie administrative. Ah oui, non, bah nous on y va en leur disant, vous inquiétez pas, on fait tout. Sinon, la plupart, bon, ils connaissent, ils n'ont jamais voulu s'y pencher. C'est tellement, quand on s'y connaît pas vraiment, combien on a d'entreprises qui ne connaissent même pas leur OPCO? Oui. On en a plein. Ils savent même pas comment faire pour le trouver. Et pourtant, moi, je fais partie de plusieurs clubs de dirigeants, donc des clubs de dirigeants qui ont aussi des salariés et qui ne savent pas comment faire pour trouver leur OPCO, quel budget ils ont, quelles aides ils ont, quel dispositif il existe. Et donc du coup, nous, on vient en leur disant, on te trouve ta stratégie, on analyse ton entreprise, et bah tiens, on va pouvoir mettre ça, et on s'occupe de tout de A à Z. Il y a une vraie offre de conseil aussi, du coup, Ah ouais, clairement. Dans ce que vous apportez à vos clients. On les accompagne sur la stratégie, sur la montée en compétences via les formations qu'on dispense, sur le pôle RH, parce qu'on a un pôle RH en interne aussi, parce qu'il y a beaucoup de notions de gestion de la paye, pour le pôle juridique, pour le pôle fiscal, administratif. Très bien. Et on parlait de ton équipe précédemment. Est-ce que, du coup, vous faites appel pour, par exemple, compléter des parcours distanciels qui mériteraient encore d'être étoffés à des formateurs? Est-ce que vous avez des formateurs en interne? Est-ce que vous faites appel à des formateurs externes? Oui. Alors, pour l'instant, on n'a que des formateurs en interne. Mais vu qu'on augmente notre offre, on sait qu'on va devoir recourir à des formateurs externes. D'accord. Pour nous sécuriser d'un point de vue financier. Voilà, il se passe n'importe quoi, c'est très bien d'avoir des freelances à droite à gauche. Alors, Quentin, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'organismes de formation qui se cassent les dents sur la question de la rentabilité par rapport à toutes les contraintes administratives qu'on a vues précédemment. Est-ce que tu peux nous partager ton retour d'expérience précis sur cette question? Ouais, je peux, parce que c'est ce qu'on a vécu. Et alors, ce qui est bien avec l'État, c'est qu'on sait qu'on sera payé. Par contre, on ne sait jamais quand. Et donc, même si effectivement on a eu une très belle croissance en 7 mois, il y a une gestion de la trésorerie qui est hyper importante à avoir, surtout en forte croissance. Donc, moi, la chance que j'ai eue, et plutôt l'expérience que j'ai eue, c'est que j'ai géré des boîtes pendant plus de 10 ans, donc la gestion de la trésorerie, j'aime ça. Mais effectivement, on peut commencer des parcours de formation, délivrer des parcours de formation, embaucher des professeurs, des référents pédagogiques, des commerciaux, avoir des frais, et puis être payé, on ne sait pas, 1, 2, 3, 4 mois. Et nous, on a eu un épisode qui a été hyper difficile au lancement. Donc on a lancé en novembre, et du coup, pendant les fêtes, nos amis ne travaillaient pas beaucoup, je dirais. donc ouais, ça a été une période délicate, mais voilà, on a appris. On sait comment il fonctionne. Et donc, si je dois donner un conseil, c'est vraiment anticiper vraiment la gestion de votre trésorerie, surtout en hyper-croissance ou surtout en croissance tout court. Quand on est tout seul, c'est différent. Mais effectivement, quand on a du monde, quand on embauche, quand on a des infrastructures, c'est ça où il faut faire attention, c'est les délais. Mais après, voilà, on est sûr d'être payé. C'est ça aussi qui est bien avec l'État. D'accord, mais il faut quand même avoir les reins solides à minima quand on se lance pour pouvoir anticiper justement ces reports de remboursement et faire en sorte de ne pas se retrouver non plus en difficulté. Et donc, tu nous disais que toi-même, tu t'étais un petit peu cassé les dents sur ce sujet. Est-ce que tu considères qu'il y a eu des échecs dans cette aventure ? Alors, non, voilà, comme on dit toujours, il n'y a jamais d'échec. Voilà, on apprend, mais forcément, nous, on a une hyper croissance, mais on l'a financé que en fonds propres. On a forcément un ancien restaurateur qui monte un organisme de formation, un banquier, il ne va pas te financer. Qu'est-ce qu'il fait dans ce truc-là, lui ? Donc, on l'a financé que en fonds propres, mais ça prouve aussi que ce modèle aussi peut être
rentable, il peut être scalable dès la première année, comme on en a parlé tout à l'heure. Voilà, ça fait même pas un an qu'on a lancé le CDI Performance. On a 30 salariés, on prend des nouveaux bureaux, j'ai des salariés qui travaillent un peu partout dans toute la France. Voilà, c'est juste une gestion très méticuleuse qu'il faut avoir. Et effectivement, on s'est un peu cassé les dents sur la fin d'année dernière, hein, au lancement. Mais c'est des leçons. Et du coup, toujours par rapport à cette rentabilité, est-ce que tu as des conseils par rapport aux négociations qu'il peut y avoir avec tes fournisseurs ? Par rapport au système de facturation, au modèle économique qui peut être mis en place entre ton partenaire et Level-Up. Ouais, mais effectivement, si on peut avoir un fournisseur qui est professionnel et qui travaille avec un professionnel, qui comprend les besoins des professionnels, qu'on peut avoir des difficultés financières. Même une entreprise qui marche très bien, elle peut avoir des difficultés financières. Ça m'est arrivé aussi dans mes précédentes entreprises. Mais par contre, la communication, elle est hyper importante. Du moment où ça ne va pas, du moment où on voit qu'il va y avoir un problème, il faut tout de suite en parler à nos partenaires. Et voilà, étaler certains paiements. Ou alors, de base, négocier un paiement différé à 30, 60, 90 jours. Et comment est-ce que justement tu parviens aujourd'hui, si c'est le cas d'ailleurs, hein, tu vas me dire ton ressenti, à trouver l'équilibre entre cette question de rentabilité, la satisfaction de ton client et la qualité pédagogique ? Il faut pas mettre la charrue avant les bœufs, on s'en est rendu compte. Et du moment où on a atteint un taux d'apprenants, une régularité mensuelle, il faut prévoir plus de délais de paiement. Donc ce qu'on a fait. Et là, on se débrouille pas trop mal maintenant. Et seulement après, quand on a atteint cette step, là, on va pouvoir réembaucher, on va pouvoir réinvestir un peu plus dans le marketing, mais il faut y aller step by step. D'accord. Et donc aujourd'hui, Quentin Michel, quel est selon toi ton plus gros challenge pour le deuxième semestre de 2025 ? Nous faire connaître encore plus, parce que l'offre qu'on a développée, on est les seuls à la raconter de cette façon-là en France. On est les seuls à l'amener de cette façon-là en France. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, notre modèle, il est bon. Le CDI Performance, moi, je le vois comme un cercle vertueux pour l'économie nationale, pour les entreprises. D'un côté, on a les salariés qu'on va engager beaucoup plus, motiver beaucoup plus, monter en compétences. Donc eux, ils vont être plus productifs, que ce soit pour eux ou pour l'entreprise. En plus de ça, on va leur revaloriser leur salaire. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire de ce salaire ? Ils vont le réinjecter dans l'économie nationale, qui vont créer de la richesse en France. Et de l'autre côté, on va avoir les entreprises qui, elles, vont être plus stables, plus sereines et plus rentables. Et de cette rentabilité-là, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Pareil, elles vont réinvestir dans leur propre croissance, elles vont innover, elles vont embaucher. Et elles créent de la richesse aussi elles-mêmes en France. Donc on a les salariés, les entreprises, l'économie nationale, tout le monde en profite et tout le monde est content. Et du coup, c'est ça la beauté de notre dispositif, c'est vraiment de le faire connaître à un maximum de personnes. Et c'est pour ça qu'au mois de septembre, on lance une grosse campagne de marketing digital justement pour nous faire connaître encore plus. D'accord, tu peux nous en dire plus ou c'est secret ? Vous allez nous voir partout, donc non, d'accord, ça va savoir. Et non, on a justement, voilà, c'est ça le but là, de savoir comment marchent les délais de prise en charge des OPCO. C'était de pouvoir accumuler un budget marketing, travailler un algorithme pendant quelques mois sur Meta Ads, sur LinkedIn Ads, pour connaître cet algorithme et puis être prêt à la rentrée pour mettre beaucoup plus de budget et puis en faire profiter un maximum d'entreprises françaises et même de travailler. Là, on essaie de négocier même avec des gros comptes, des gros cabinets d'expertise comptable pour qu'ils puissent proposer ça aussi à leurs clients parce que les cabinets d'expertise comptable, les avocats à qui on en parle, ne le connaissaient pas ce dispositif-là, ne le savaient pas qu'on pouvait faire ça de cette façon-là. Et donc, c'est un travail qui est plus long, mais c'est un travail qui doit être fait de façon très qualitative parce qu'ils vont proposer ça à leurs clients. Mais par contre, pour nous, c'est une reconnaissance d'avoir des cabinets d'expertise comptable. C'est la parole de Dieu pour l'entrepreneur. Oui. Donc pour nous, voilà. C'est un label. Exactement. D'une certaine manière. C'est ça. Ouais. Comme passer dans Quark, c'est pareil. Ah, écoute, ça nous va droit au cœur. Tu parlais de marketing et d'une grande campagne qui va se lancer. Moi, j'aimerais revenir un petit peu à la genèse. Et une question simple. Level-Up, pourquoi ce nom qu'il a trouvé ? Qu'est-ce qu'il évoque pour toi ? Et qu'est-ce que tu penses qu'il évoque dans la tête des personnes qui l'entendent pour la première fois ? Sur toutes mes entreprises,
j'ai toujours trouvé mon nom en 3 à 5 minutes, pas plus. Je me suis dit, je suis comme ça, où le premier choix, c'est toujours le bon. Et voilà, ça m'est venu comme ça. Et puis je voulais pas un nom commun, donc un nom un peu plus rigolo et pas level up UP, mais plutôt hop. Voilà, on fait un petit saut quoi. Toujours un petit peu d'humour. J'ai d'autres sociétés, pareil, où je vais mettre un peu d'humour. J'ai une société dans le développement commercial qui s'appelle Biz, B-I-Z-Z, qui est du business externe, quoi. Business externe, on externalise le business. Et donc, voilà, j'aime bien ces petits noms à connotation un peu dynamique. Je dis toujours pas plus de 3 syllabes. Quark, 1, level up, 3. Eh oui, effectivement. Et dans tout ce que tu as pu mettre en place, pour le coup, plus largement que simplement cette aventure Level Up, quelle est ta plus grande fierté professionnelle? De tout mon parcours? Oui. Ça va étonner certaines personnes, mais j'ai pas honte de le dire. J'ai eu plusieurs entreprises, et ma plus grande fierté professionnelle, c'est d'avoir déposé le bilan. Ça a été le plus bel échec de ma vie. J'avais un très beau restaurant sur Nancy, une centaine de couverts qui marchait très très bien. Et pour des raisons diverses, on a déposé le bilan. Sur le moment, ça fait très mal. Tout tombe, tout tombe. Voilà, plus personne ne te fait confiance au niveau financier, choses comme ça. Et au final, c'est la meilleure école. Et donc du coup, c'est au final ma plus grande fierté. C'est pour ça que j'ai créé Level Up. Sinon, je l'aurais pas créé. Donc c'est une vraie capacité de rebond. On parlait du saut, le hop, effectivement. Voilà, et c'est ce qu'un entrepreneur doit avoir. Une entreprise, c'est pas soi-même. Une entreprise, ça reste une entité juridique. Il faut pas se morfondre, il faut pas se faire du mal pour une entreprise. Donc on peut rebondir. En tant qu'entrepreneur, on peut rebondir, même si c'est long. Il faut penser, il faut être focus, il faut garder sa vision. Et du coup, alors, je vais te poser une question un peu surprenante, mais en réaction à ce que tu viens de me dire, quelle serait l'erreur que tu referais, du coup, puisque le dépôt de bilan t'a permis de te trouver professionnellement et de te lancer dans une aventure qui, manifestement, aujourd'hui t'épanouit? Bon, avec le background que j'ai maintenant, je ferai plus toutes ces erreurs, ça c'est sûr par contre. Maintenant, non, évidemment. Mais non, si je devais recommencer, je ferais tout pareil. Je ferais tout pareil. Je m'en prendrais plein là où il faut s'en prendre. Et puis on rebondit. Bon voilà, en 12 ans, moi j'ai repris ma première pizzeria du coup à 20 ans. J'en ai 32 maintenant. J'ai connu des hauts, des bas, des hauts, des bas. Bon, le plus bas a été le dépôt de bilan. Mais je recommencerai tout pareil, j'apprendrai, c'est les meilleures leçons qu'on puisse avoir. Et comment tu imagines Level Up dans 5 ans? Acteur majeur de la formation professionnelle en entreprise, mais vraiment axé productivité, rentabilité. Moi, le Level Up, je ne dis pas que c'est qu'un organisme de formation. Quand j'en parle, je dis plus qu'on est comme un cabinet de conseil aussi. On a une stratégie globale. On se sert de la formation parce que y a des budgets, il faut en profiter. L'État en met des choses super en place. On a de la chance d'être dans un pays qui promouvoit autant l'apprentissage, la formation. Il y a un beau budget. On est à peu près à 10 milliards d'euros sur l'apprentissage, 500 millions d'euros sur le plan de développement de compétences, plus d'1 milliard sur le CPF. Il y a vraiment du budget qui est mis en place. Et donc il faut en profiter, mais il faut l'utiliser de façon qualitative. Donc toi qui ne viens pas du monde de la formation initialement, quel serait le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer et qui n'est pas du sérail? On a tous des qualités, on est tous compétents dans quelque chose. Donc même si tu viens pas du monde de la formation, tu viens pas du monde de la boulangerie, tu viens pas du monde du bâtiment, ou tu viens de ces mondes-là justement, tu as forcément quelque chose à apprendre à quelqu'un de par ton expertise. Et donc je te dirais de te lancer dans la formation si tu as envie de te lancer dans la formation, de connaître ton sujet. D'être le meilleur dans ton sujet pour quand tu te lèves pour aller au travail, tu te lèves pas pour aller au travail, tu te lèves aller pour ta passion, quoi. Donc si tu travailles pour ta passion, tu travailles forcément pour quelque chose que tu aimes et donc tu vas être bon dans ce que tu fais. Et du coup, toutes les épreuves après que tu peux vivre, tu t'en fous, tu as ta mission, tu as ta vision et donc malgré tout ce qui peut arriver à côté, tu restes focus.
Très bien. Bah, écoute, on va arriver bientôt à la fin de cet échange. Question un petit peu compliquée. Si tu pouvais résumer ou plutôt donner 3 idées forces pour aider un organisme de formation à se lancer, quelles seraient-elles ? Gestion de la trésorerie. Ouais. Hein, on sait qu'on sera payé, mais on ne sait jamais quand. Ça, c'est hyper important. Ne pas négliger la charge administrative qu'il faut garder, les automatisations qu'il faut mettre en place pour respecter les critères Calliope, pour respecter les critères des OPCO. Ça, c'est hyper important parce que sinon, ton organisme de formation, en quelques mois, il sera blacklisté. 3, bon partenaire. C'est bon, tu m'as devancé. Forcément, ça va avec, oui, forcément, un très bon partenaire si on se lance dans le digital. Un très bon partenaire parce que le digital, c'est l'avenir, on l'a dit. Et si tu es un mauvais partenaire, la qualité de ton service sera détériorée. Et ce serait quoi pour toi, donc toujours pouf, petit bond en avant, en 2030, un organisme de formation performant ? Alors moi j'adore le mot flexibilité, c'est vraiment quelque chose d'ultra flexible. Si on veut former tous les salariés, bon moi je parle des salariés, je crois qu'il y a à peu près 29 millions de salariés en France. C'est hyper important, c'est pour la compétitivité nationale, pour la compétitivité française des entreprises. Et si on veut les former, il ne faut pas les forcer à aller dans des salles de cours à chaque fois. Le digital, pour moi, c'est le futur, mais il faut le cadrer. Et ça, des entrepreneurs comme moi ou comme d'autres qui sont passés par là, on peut aider à cadrer des politiques s'ils veulent des conseils, s'ils veulent m'appeler, je peux les aider pour cadrer tout ça parce que réellement c'est l'avenir. Hein. Donc il faut aller là-dessus. Il faut pas restreindre. On voit qu'ils le font. Hein. Après c'est légitime restreindre des budgets parce que c'est que du distanciel. Ça peut se comprendre parce qu'il y a des infrastructures qui coûtent aussi beaucoup plus cher. Mais il faut pousser le distanciel. Moi je le vois comme une augmentation de la productivité, une augmentation de la rentabilité pour le futur. D'accord. Merci beaucoup vraiment pour cet échange et tous tes conseils vraiment très concrets qui, je pense, vont pouvoir aider beaucoup d'organismes de formation qui n'hésitent pas à te solliciter, hein, si tu peux les accompagner aussi. C'était vraiment très intéressant. Merci également de nous avoir partagé ton histoire personnelle qui nous a appris énormément de choses. Et puis, pour tous nos auditeurs, surtout, n'oubliez pas de nous retrouver sur nos chaînes Spotify, YouTube et rendez-vous pour le prochain épisode du Lab Quark. Merci à tous. Merci Tania. Merci Quentin.